celui qui veut devenir grand doit voir grand. Il y a un principe simple en business. Hein. Si tu veux être millionnaire, impacte 1 million de personnes. Si tu veux être milliardaire, impacte 1 milliard de personnes. Alors, dans la première partie de cette interview avec Philippe Simo, nous avons déroulé ensemble son parcours et nous avons compris, par exemple, pourquoi il est venu en France, quelles sont les raisons qui l'ont poussé à se tourner vers l'entrepreneuriat. Ça tombe bien parce que dans cette partie, nous allons parler justement de l'entrepreneuriat. Et j'ai une première question à te poser, Philippe. Pour toi, c'est quoi un entrepreneur ? Un entrepreneur, c'est quelqu'un qui change le quotidien des gens en résolvant un problème et qui est payé en contrepartie, de manière très basique. Quelles sont les difficultés par lesquelles tu as pu passer en tant qu'entrepreneur dans tes débuts, aujourd'hui, quelles sont les difficultés que tu rencontres en tant qu'entrepreneur et quelles sont les difficultés qui, en général, tu penses, peuvent être rencontrées par des entrepreneurs ? Alors, la première difficulté, c'est une difficulté intérieure à chaque entrepreneur, c'est sa vision. Ouais. Je me rends compte que beaucoup d'entrepreneurs ont une très petite vision. Et moi aussi, j'avais une petite vision en me lançant dans l'entrepreneuriat. Parce qu'au début, quand on se lance, on espère que le business va nous permettre de vivre. Indépendamment de tout ce qu'on peut dire à l'extérieur, c'est-à-dire que le business va générer suffisamment de revenus pour qu'on puisse en vivre. Et puis au bout d'un certain temps, on peut arriver et se satisfaire de ça ou aller un peu plus loin. Quelqu'un m'a dit un jour que l'entrepreneuriat, c'est comme un immeuble qui a plusieurs étages. Quelqu'un peut arriver au 2e étage, la vue lui plaît, il s'arrête là. Quelqu'un d'autre peut arriver au 10e et quelqu'un d'autre peut décider d'arriver au sommet de la tour. Mais à chaque étage, il y a un prix et un sacrifice à payer. Et le truc que je constate, c'est que beaucoup d'entrepreneurs ne rêvent pas d'aller au sommet de la tour. Beaucoup d'entrepreneurs, alors qu'ils ont peut-être les capacités, d'aller très loin, mais se contentent très souvent de faibles résultats. Donc ça, c'est un premier point avec lequel j'ai pu dîner. C'est de pouvoir lutter avec moi-même pour croire que j'étais capable de franchir des paliers de chiffre d'affaires, de parler de millions d'euros, de parler de milliards de francs CFA comme étant des sommes normales. Parce que quand on fait de l'entrepreneuriat en France, avoir un chiffre d'affaires de 10 millions d'euros, ce n'est pas extraordinaire. Il y a beaucoup d'entrepreneurs qui font 10 millions d'euros en France, et pourquoi pas moi ? Est-ce que tu le fais, petite parenthèse, est-ce que tu le fais déjà ? Pas encore, mais on y travaille. D'accord. Mais fondamentalement, c'est avoir une vision très grande de ce que tu veux faire. Et puis le deuxième élément que je constate aujourd'hui et qui est l'une des superbes clés si tu veux réussir. Tu sais, on dit dans le domaine de l'immobilier que si tu veux faire un bon investissement immobilier, tu as 3 piliers sur lesquels tu dois t'appuyer. Lesquels ? Le premier, c'est l'emplacement. Le deuxième, c'est l'emplacement. Le troisième, c'est l'emplacement. En immobilier, l'emplacement fait tout, on est d'accord. Si tu as un appartement ou un immeuble ou un bien qui est en bordure de rue, ou alors si tu es dans un petit quartier caché, c'est pas pareil. Bien sûr, c'est pas pareil. L'emplacement fait tout. Et bien dans le domaine du business, je me suis rendu compte, et je suis d'accord avec ceux qui le disent, tous les business qui vont loin, qui franchissent certains chiffres d'affaires, 10 millions, tout ce que tu veux d'euros, sont des business qui se sont basés sur une chose et une seule. Et c'est le vrai secret, c'est l'équipe. L'équipe. C'était justement ma prochaine question. Et l'équipe. Et aujourd'hui, je suis confronté à la difficulté d'attirer les meilleurs. Parce qu'en fait, il faut bien se le dire, si tu veux devenir le meilleur dans un domaine, il faut que tu bosses avec les meilleurs. Avec les meilleurs. Il faut que tu bosses avec les meilleurs. Et donc, mon challenge aujourd'hui, c'est d'attirer à moi les meilleurs pour pouvoir constituer une équipe de top players. Comment tu penses qu'on peut faire en tant qu'entrepreneur pour attirer les meilleurs ? En fait, les meilleurs, c'est eux qui viennent à toi. Et c'est ça qui est bien, c'est qu'il faut être dans une logique d'attraction. Il ne faut pas être dans une logique de « je cours après les gens ». Parce qu'en fait, tant que tu cours après les gens, tu vas te tromper. Parce qu'il y a toujours quelqu'un qui sait dissimuler le fait qu'il est un top player ou pas, et tu t'en rends compte après. Mais ce qui est important, c'est de se comporter comme le miel avec les abeilles. C'est-à-dire que tu dois pouvoir incarner ce que les top players cherchent. Alors, généralement, quand on est consultant, quand on est ingénieur, moi je suis ingénieur d'une bonne école, et je sais ce à quoi pensent les ingénieurs dans les bonnes écoles. Ils pensent à Total, moi j'ai fait des stages chez Total, je ne vais pas faire des stages, j'ai fait des recrutements très avancés chez Total, donc je sais que la plupart des ingénieurs rêvent des grosses compagnies. Oui, bien sûr. C'est là-bas qu'on va aller travailler. Comment tu fais donc pour qu'un gars qui a fait Polytech, un gars qui a fait HEC, vienne bosser dans une petite structure? Eh bien, parce que tu vas lui parler au travers de tes valeurs, au travers de l'histoire que tu vas lui vendre, au travers de la destination vers laquelle tu veux l'amener. Et ça résonne, ça vibre. C'est pour ça que tu vas te rendre compte que des boîtes comme Google, par exemple, parce qu'ils savaient que les gens allaient passer beaucoup de temps dans leur bureau, se sont arrangés à créer une maison dans leur bureau, pour que quand quelqu'un vienne bosser, il se sente chez lui. Et ça, c'est un gros investissement. Mais parce que c'était pensé comme ça. Donc aujourd'hui, moi, dans mes recrutements, je me rends compte qu'on a fait beaucoup d'erreurs parce que justement, on était dans la logique d'aller chercher.
Maintenant, on veut davantage travailler pour attirer. Aujourd'hui, on travaille davantage pour attirer les top players, pour qu'ils viennent et qu'ils se sentent à l'aise d'épouser d'abord notre vision et ensuite de marcher ensemble. Mais en dehors des valeurs, on est quand même d'accord que en plus d'avoir des valeurs bonnes, on va dire ça comme ça, il faudrait également avoir une certaine visibilité parce qu'un entrepreneur qui a, je vais dire un petit entrepreneur ou alors une petite entreprise, n'aura pas forcément la même visibilité qu'une grande entreprise. Et donc, sa capacité, sa force d'attraction sera, on va dire, moindre. Elle sera obligée de peut-être d'aller sur le terrain. Aujourd'hui, avec les réseaux, non, c'est ça qui est fort avec les réseaux. Et c'est là où je trouve aussi que très peu de boîtes dans notre communauté se servent réellement des réseaux. Je veux dire, il y a des boîtes dont je ne vais pas citer leur nom ici, mais à force de voir des pubs sur eux sur les réseaux, je vais retenir leur nom. Je sais ce qu'ils font, je sais quelles sont leurs valeurs, je sais où ils sont basés. Parce qu'ils se servent des leviers marketing. Et pourtant, derrière cette boîte, il y a peut-être 2 personnes. Tu n'en sais rien. Mais ils sont tellement présents sur les réseaux que tu as fini par t'imprégner de qui ils sont. Donc, je pense que et nous, on se sert des réseaux en trafic organique, mais aussi en trafic payant. L'objectif étant de... Je ne dis pas qu'il ne faut pas faire des annonces. Non, bien sûr, quand tu cherches un poste, tu dois pouvoir faire une annonce. Mais c'est pour ça que moi, par exemple, l'essentiel de mes annonces, je les poste sur nos réseaux sociaux. Parce que je veux que les gens qui viennent soient des gens qui savent qui on est. Ouais. Qui savent qui on est et qui viennent parce qu'ils adhèrent à autre chose que simplement le fait de trouver un job. D'accord, d'accord. Une autre difficulté également que certains entrepreneurs peuvent rencontrer dans votre communauté, c'est les différentes contraintes liées à l'entrepreneuriat en France et l'entrepreneuriat en Afrique. Parce qu'il semblerait que les contraintes ne sont pas les mêmes. Est-ce que tu peux nous dire en fait quelles sont les contraintes, quelles sont les difficultés qu'on peut rencontrer en tant qu'entrepreneur en Europe, en France et en tant qu'entrepreneur en Afrique? Oui, alors il y a beaucoup de différences structurelles, culturelles, c'est super important. En France, par exemple, avoir une start-up qui va faire 10 millions, 15 millions, 20 millions, c'est le domaine du possible. On peut avoir une telle start-up. Ce n'est pas quelque chose d'impossible ou quoi que ce soit. C'est un chiffre qu'on peut réaliser. Et donc, il faut bien savoir que pour avoir des start-up qui font ce genre de chiffres, on a besoin d'un écosystème. Et l'écosystème en France est beaucoup plus développé que dans tous nos pays en Afrique. On a des accélérateurs, on a des gens qui sont prêts à mettre l'argent sur la table. Parce qu'il faut bien le savoir, l'un des gros manquements de l'entrepreneuriat en Afrique, c'est le financement. Les banques ne financent pas et les personnes qui ont déjà beaucoup d'argent ne prennent pas de risque de financer de nouvelles entreprises. Or, en France, il y a un panel d'investisseurs énorme, des gens qui sont multimilliardaires, qui misent, parce que c'est vraiment ça, hein, ils misent leur argent plutôt que de le mettre au PMU. Ils misent des millions d'euros sur des jeunes startups et des jeunes start-upers en pensant que c'est eux qui vont être le futur Google, le futur Apple. Et ça manque en Afrique parce que nos milliardaires, ils laissent leur argent dormir en banque. Donc ça, c'est vraiment un gros élément qui fait une grosse différence. C'est que quand tu veux réussir à créer une boîte, il faut qu'il y ait de la formation, des incubateurs, des gens qui forment les entrepreneurs. Il faut qu'il y ait des bons entrepreneurs et puis il faut qu'il y ait de l'argent. Il faut qu'il y ait de l'argent. Et malheureusement, l'argent manque chez nous. Le deuxième élément, là où il y a une grosse différence aussi, c'est la formation. Beaucoup d'entrepreneurs en France aujourd'hui sont formés. Ils sont passés par des incubateurs. La plupart d'entre eux sont formés. Ils sont formés à comment lancer un business, à comment le faire croître, à comment... Ils sont formés à tout ça. Chez nous, on n'est pas formés. Le gars qui lance son business de... J'ai par exemple fait un gars qui faisait des guitares une fois sur ma chaîne. Ouais, j'ai vu la vidéo. Voilà. Ce mec-là, il a de l'or entre les mains. Il te fait des guitares en partant de rien du tout. Mais il est seul. Aucun accompagnement, il ne connaît rien du tout. Au business, il ne sait pas comment faire pour pouvoir développer son activité, rien. Si tu prenais ce gars, tu le mettais en France, il y a des chances que ce gars ait déjà des boutiques partout dans le pays qui montrent ses guitares. Donc c'est ça qui manque chez nous. C'est cette structuration pour pouvoir accompagner les entrepreneurs et ensuite derrière, l'argent. Et il faut qu'on arrête de faire croire aux Africains, ça c'est très important, qu'on va se développer avec les petites entreprises. Parce qu'il y a cette... Tout le monde veut être start-upper maintenant, c'est beau sur le CV. Ouais, c'est la mode. Voilà, c'est la mode. Et c'est pas mauvais, parce qu'il faut des entrepreneurs. Mais le problème c'est que il faut que l'on prenne bien conscience que si on veut se développer, il faut qu'on ait des gros entrepreneurs. C'est-à-dire que la France est la France parce qu'elle a Bernard Arnault, parce qu'il y a Bettencourt, parce qu'il y a Dumas, parce qu'il y a Kering, je veux dire, parce qu'il y a toutes ces grandes fortunes-là, parce qu'il y a Bouygues, tout ce que tu veux. C'est parce qu'il y a ces gros entrepreneurs-là. Ils ne sont pas... C'est pas grâce à Michel Augustin que la France est la France. Et en Afrique, il faut qu'on arrête de faire le culte des petites entreprises. C'est-à-dire que quand je vois, ici en France, quand tu vois une émission, on te célèbre un gars qui en 2 ans a fait 10 millions d'euros, 20 millions, 50 millions, 100 millions en 5 ans. Voilà les gars qu'on célèbre. Chez nous en Afrique, on te célèbre le gars qui fait 1 million. Come on va aller nulle part avec ça. C'est bien qu'il fasse 1 million, mais pour qu'on se développe, on a besoin des gars qui créent des boîtes qui vont faire 1 milliard de chiffre d'affaires par an. Normal.
et qui peut faire 10 fois plus en 2-3 ans. Donc c'est cette métamorphose aussi dans la culture qu'il faut prendre en considération. Mais quand quelqu'un quitte la diaspora pour aller investir en Afrique, il faut qu'il fasse un switch dans sa tête aussi. Et justement, en parlant de switch, c'est quoi le mindset à avoir pour être du moins, quelle est la différence de mindset entre un petit entrepreneur, un moyen entrepreneur et un grand entrepreneur? Alors justement, en fait, c'est une question de limitation. Comme on a dit peut-être dans la première partie, il faut regarder la première partie. Mais c'est une question de limitation dans la tête. C'est-à-dire que, comme je disais, un petit entrepreneur, en général, c'est quelqu'un qui fait de l'entrepreneuriat, d'après moi, pour les mauvaises raisons. C'est-à-dire qu'il fait de l'entrepreneuriat parce qu'il veut manger. Et ça, c'est beaucoup de l'entrepreneuriat en Afrique. C'est ce que moi j'appelle de l'entrepreneuriat pour du lifestyle. C'est-à-dire que je fais de l'entrepreneuriat pour pouvoir m'acheter une voiture, pour pouvoir avoir une maison. Et puis c'est bon. On les reconnaît, ces entrepreneurs-là. Dès qu'il a un peu d'argent, il envoie ses enfants dans telle école, il vient à Paris en vacances. Et quand il meurt, bien évidemment, après lui, il n'y a rien du tout. Pas d'héritage. Rien. Parce que c'est lui qui faisait vivre le business. On a plein de médecins, plein d'avocats, mais même des entrepreneurs qui, quand ils sont morts, tout a capoté derrière eux. Par contre, tu as une deuxième catégorie, les gens qui font du family business. Et tu as beaucoup d'Asiatiques qui font ça. Ici en France, on le voit avec les Chinois. Chaque fois que tu as un Chinois qui a une boutique, ses enfants sont là. Et quand il va partir, ses enfants vont prendre le relais. Donc, on transmet de génération en génération des business. Et ce qui est bien, c'est que quand une génération prend, elle amène le business plus loin. Vous savez, des familles comme ça, notamment les Indiens font beaucoup ça. Le papa commence avec une petite boutique. Quand les enfants prennent, ça devient un shop. Quand les petits-enfants prennent, ça devient un centre commercial. Ainsi de suite, quoi. Et 4 générations après, c'est toujours la famille qui a ce business, mais ça n'a plus rien à voir avec ce que le papa avait au début. Chez nous, quand on quittait le pays, moi j'ai quitté le pays il y a plus de 10 ans aujourd'hui, je reviens, la maman qui faisait les beignets fait les beignets au même endroit, avec les mêmes outils. Elle a perdu sa vue parce qu'elle se prend la fumée matin et midi soir depuis plus de 10 ans. Rien n'a changé. Donc c'est ça que moi j'appelle l'entrepreneuriat petit, c'est-à-dire l'entrepreneuriat de subsistance. Un entrepreneur moyen pour moi, c'est quelqu'un qui a un business qui lui permet de pouvoir faire, si tu es en France CFA, entre 1 et, je ne sais pas moi, peut-être 50 milliards. Pour moi, tu restes un entrepreneur moyen. Parce que un big entrepreneur, c'est les gens qui sont dans la ligue des Dangote, quoi. Les gens qui chiffrent en milliards de dollars. Ouais. Donc pour moi, c'est les gens qui deviennent vraiment des industriels, des mastodontes, qui parviennent à faire quelque chose qu'on ne fait pas beaucoup en Afrique. C'est avoir une vision africaine. Je me suis toujours demandé pourquoi nos champions locaux restent dans les pays. Regarde bien, tu vas voir. Les champions du Cameroun, beaucoup d'entre eux sont restés uniquement au Cameroun. Mais tous ceux qui sont parmi les plus fortunés sont sortis du Cameroun, du Congo, de la Côte d'Ivoire, peu importe le pays. Celui qui veut devenir grand doit voir grand. Et il y a un principe simple en business. Hein. Si tu veux être millionnaire, impacte 1 million de personnes. Si tu veux être milliardaire, impacte 1 milliard de personnes. C'est tout. J'ai quand même une dernière question avant qu'on ne finisse cette deuxième partie. Il y a 10 ans en arrière, quel est le conseil en fait que tu te serais donné au Philippe d'avant et qui aurait pu impacter en fait positivement l'entrepreneur que tu es aujourd'hui? Il y a 10 ans, je me serais dit faites très attention, très attention aux gens de qui tu t'entoures. Fais hyper attention. Parce que je pense que je suis un peu parti en mode, on est jeune, on est entrepreneur, on va s'ouvrir à tout le monde, tous ceux qui veulent bosser avec nous, ainsi de suite. Et ça a été une grosse erreur. Donc je pense que j'aurais été beaucoup plus exigeant sur l'équipe, sur les gens avec qui je devais travailler. Ça m'aurait fait gagner énormément de temps, énormément d'argent et je serais probablement plus loin. Je propose qu'on fasse une pause et qu'on se retrouve pour la troisième et dernière partie de cette interview.